bienvenue dans ce premier webinaire du volet sciences humaines et sociales du programme de recherche Exploit. Je suis Marie Thienbault-Morel, sociologue de l'environnement et des risques au laboratoire Espace Dev à l'Université de La Réunion. Et je coordonne le volet SHS, sciences humaines et sociales, de la composante scientifique du programme Exploit, coordonné par Thierry Bouvier du laboratoire Marbec. Donc Exploit, c'est un acronyme pour Expédition Plastique Océan Indien. C'est un programme régional financé par la Commission Océan Indien et l'AFD, l'Agence France de Développement, qui vise à réduire la pollution plastique grâce à la science, la recherche, l'innovation et l'amélioration de l'éducation des enfants et de l'information du grand public. Exploit sera mis en œuvre durant 5 ans et regroupe tous les États membres de la Commission Océan Indien, l'Union des Comores, la France, avec l'île de la Réunion, Madagascar, l'île Maurice et les Seychelles. Le cycle de webinaire est animé en collaboration avec Élodie Fache, du laboratoire Sens, coordinatrice du programme ANR Vectoplastique. Donc, ce cycle de webinaire a pour vocation de réunir les chercheuses et les chercheurs, désireux et désireuses de partager leurs expériences et leurs connaissances autour du plastique dans l'océan Indien. Ici, l'approche sciences humaines et sociales est privilégiée dans une interdisciplinarité, soucieuse de construire l'objet plastique en multipliant les angles de vue. Donc, cette séance est réalisée par la fabuleuse équipe de l'Université numérique de La Réunion, qui est en régie et que vous avez vu avant. Et cette séance sera disponible sur la web TV de l'Université numérique de La Réunion. Donc, avant de présenter nos panélistes, je tiens à remercier chaleureusement cette belle équipe pour leur précieuse collaboration. Aujourd'hui, nous écouterons Mélissa Manglou, qui effectue sa thèse en géographie sous la direction de Madame Karine Benafla et Madame Nathalie Hortard de l'Université de Lyon. Sa thèse porte sur les métabolismes détritiques insulaires à La Réunion. Mélissa a récemment écrit un chapitre sur les incinérateurs à La Réunion dans le numéro spécial de la revue Écologie et politique qu'elle a coordonné avec Malcolm Ferdinand. Donc, ce volume est disponible en ligne sur la plateforme Cairn. Donc, je mets le lien dans le chat et pour celles et ceux qui sont intéressés. La communication de Mélissa Manglou sera discutée ensuite par Madame Géraldine Leroux, anthropologue à l'Université de Bretagne occidentale. Madame Leroux est spécialiste des sociétés aborigènes et a notamment fait partie du projet Expedition, un projet de science 100% féminin à bord d'un voilier, et expédition qu'elle raconte dans un ouvrage, Sea Sisters, qu'elle a publié sur ce beau projet. Donc, c'est un projet de science participative qui s'était donné pour objectif de recenser les zones de pollution plastique dans le Pacifique et d'étudier l'impact de ces plastiques sur la nature et bien sûr les humains. Donc, pareil, je vais mettre en lien dans le chat le lien vers cet ouvrage. Donc, à la fin de ces 2 premières prises de parole, nous aurons à peu près 45 minutes pour échanger. La partie échange n'étant pas diffusée, nous repasserons à un mode classique de webinaire où tout le monde pourra rallumer sa caméra. Donc, je donne maintenant la parole à Madame Manglou pour sa communication sur une mise en politique des plastiques en contexte postcolonial. Merci beaucoup Marie, merci au projet Exploit pour cette invitation et à l'Université numérique de La Réunion pour cet accueil. Et merci à vous toutes et tous d'être là pour écouter cette présentation qui, pour moi, le but c'était un peu de vous présenter quelques résultats de ma thèse en 40 minutes, donc ce sera succinct, mais donc voilà, déjà quelques mots sur mon projet. Donc si tu veux bien passer la slide, Marie, s'il te plaît. Effectivement, donc, je travaille sur les circulations de plastique et des déchets plastiques à partir de La Réunion. Et c'est une thèse donc, qui est financée par l'École urbaine de Lyon, qui travaille pas mal sur tous ces thèmes de changements globaux, anthropocène, etc. Et je fais aussi partie de l'association Observatoire Terre-Monde, qui est une association de chercheuses et de chercheurs engagés qui travaillent sur les écologies politiques des Outre-mer, depuis les Outre-mer. Et donc, voilà, par rapport à ma thèse, si tu veux bien passer la slide, Marie. Moi, mon travail s'inscrit dans ce qu'on appelle l'écologie politique et j'emploie des méthodologies qui empruntent à une méthode qui s'appelle Follow the Thing, donc suivre l'objet,
et aussi à des études politiques dites de métabolisme. Et donc, en gros, mon travail, ça consiste surtout à suivre des objets que j'ai choisis et à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces objets vont circuler, s'accumuler, et surtout quels sont les facteurs derrière ces circulations, ces accumulations, les facteurs historiques, politiques, économiques, etc. Et l'idée, donc, c'était de proposer un peu un pas de côté par rapport au discours commun qu'on peut entendre par rapport aux déchets. Donc, et je me demande en fait constamment, d'une part, comment est-ce qu'on va formuler le problème déchets? Qui va le formuler? De quelle manière? Quels effets de cadrage est-ce que cette formulation va impliquer? Et d'autre part, comment est-ce que les circulations de matière qu'on peut observer elles peuvent conforter ou entrer en dissonance avec ces rhétoriques-là. Donc, cette présentation, j'ai vu plusieurs enjeux. Déjà, d'identifier comment est-ce qu'on parle du problème plastique aujourd'hui à La Réunion. Comment, encore à la slide d'avant, excuse-moi, montrer l'intérêt des études pour évaluer en fait et montrer en quoi est-ce que les plastiques qu'on peut penser par ces circulations matérielles. Et donc, slide suivante. Merci. Et donc, d'abord, avant de commencer, j'avais envie d'ancrer un peu ce travail dans une petite contextualisation un peu historique, dans ce que la chercheuse et militante Françoise Vergès appelle la reconfiguration post-coloniale de la Réunion. Et en fait, l'ensemble des politiques par lesquelles la France, après la Seconde Guerre mondiale, va chercher à protéger autant que possible ses intérêts, tout en répondant au cas par cas à des revendications d'indépendance ou d'intégration à la nation française. Et donc, slide suivante. À La Réunion, ça va donner ce processus très particulier qui a été la départementalisation. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pendant une trentaine d'années, après la proclamation officielle où La Réunion devient département français, c'est que les bénéfices de cette intégration vont tarder à se faire sentir. C'est-à-dire que la mortalité va rester très forte, on a encore des épidémies récurrentes, et surtout la dépendance économique et alimentaire à la France, elle reste presque... C'est cette déception tenue de la départementalisation qui va nourrir en fait un mouvement d'abord indépendantiste, mais très vite qui va devenir un mouvement autonomiste. C'est la slide suivante. Donc c'est un mouvement en grande partie porté par le Parti communiste réunionnais. Et donc c'est dans ce contexte de revendication autonomiste que en Hexagone va émerger la volonté d'engager une politique de développement très ambitieuse pour l'île de la Réunion. Et l'enjeu politique, donc dans les années 60-70, enfin surtout 70, pour le gouvernement français, ça va être de complètement repenser le modèle socio-économique de l'île et d'en faire, je cite, la vitrine de la France en océan Indien. C'est un terme qui est utilisé au Parlement à cette époque-là. Donc il y a vraiment un projet de développement sous le regard de la communauté internationale, où la France veut prouver qu'un développement est possible pour, entre guillemets, les Suds. Donc, il y a un enjeu géopolitique énorme. Et donc, la slide suivante, s'il te plaît. Donc, dans les années 70, on a l'homme politique Michel Debré, donc, qui est très connu sur l'île, qui va être missionné par l'État français pour développer la Réunion et ainsi faire taire les revendications du PCR, avec la personnalité également très connue de Paul Vergès. Et donc, derrière Michel Debré, il faut savoir qu'il y a une machine financière et politique énorme qui va vraiment lui permettre de montrer très vite des résultats et dans le même temps de limiter complètement les possibilités pour les autonomistes de se mobiliser. Donc, c'est des choses qui vont vraiment ensemble. Et donc, à la slide suivante, ce projet de développement, il va s'axer autour de plusieurs axes. Donc, on a l'éducation avec la construction massive d'écoles, dont le but va être de diffuser la culture française, en fait, d'acter une forme d'intégration culturelle
à la France. L'accès à la santé avec la construction d'hôpitaux, mais aussi donc, quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte par rapport à l'arrivée du plastique dont on va parler aujourd'hui. Il va y avoir l'émergence d'une nouvelle classe moyenne qui va vraiment être créée ex nihilo par l'État-providence, c'est-à-dire celle des fonctionnaires, qui vont vraiment devenir un des acteurs principaux de ce nouveau modèle de développement qui est fondé sur l'importation d'une part et sur la consommation d'autre part. L'historien Daniel Waxeler parle très bien dans ses livres de comment est-ce que, notamment par le biais de la télévision, des journaux, on va avoir un modèle à imiter qui va être celui de la France hexagonale, et on va vouloir pouvoir consommer comme en France, etc., avoir accès aux mêmes produits. Donc, il y a véritablement un modèle qui se calque sur la France hexagonale. Un autre axe de ce projet de développement, ça va être le développement de l'import-export, et notamment la mise en place de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'import de substitution, c'est-à-dire que des entreprises locales vont importer, souvent en vrac, et emballer et conditionner sur place, puis revendre leurs produits afin de produire de la plus-value. Donc à La Réunion, c'est toujours le cas, il y a plusieurs produits comme le riz, les yaourts, le lait, les boissons gazeuses qui vont être importées, enfin, dont il va y avoir la matière première qui est importée et on va emballer, donc avec du plastique importé également, sur place. Et donc, c'est aussi à cette époque, donc dans les années 70, qu'apparaissent les premiers supermarchés qui vont venir remplacer les fameuses boutiques chinoises, donc les petits commerces. Et donc voilà, donc on a aussi donc, dans ce développement, évidemment, le développement de l'industrie. Et donc, à partir de 1967, Michel Debré il va avoir un processus très particulier, c'est-à-dire que par 3 fois, il va faire venir des avions à La Réunion remplis d'industriels, donc de personnalités fortes, avec pour but de lancer l'industrie réunionnaise. Et il y a plusieurs industries qui vont naître de ces voyages, qui existent encore aujourd'hui, comme la Silam, qui est une coopérative laitière, des industries du ciment, etc. Et parmi ces industriels, il y a aussi quelqu'un qui va être responsable de la première usine de plasturgie qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Bourbon Plastique. Et donc, c'est cette petite histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, un peu comme élément de contexte. Dans un de ces avions, donc en 68, il me semble, il y a Pierre Burrell. Donc, je ne sais pas si le nom vous est familier. C'est un baron du plastique en France hexagonale qui est mort il y a pas si longtemps, qui est le fondateur de Plastic Omnium. Donc, c'est une entreprise, enfin, c'est un groupe qui a aujourd'hui une centaine d'usines et 14 centres de recherche sur le plastique dans le monde. Et donc, Plastic Burrell arrive à La Réunion et il rencontre Maxime Rivière. Donc, je ne sais pas s'il y a des réunionnais, j'imagine, dans la salle. Donc, Maxime Rivière, grand propriétaire de canne à sucre en l'est de l'île, à Quartier Français. Et Maxime Rivière, donc, lui, il cherche à emballer son sucre, qui jusqu'alors était transporté dans des gonis, hein, des sacs de jute, et vendu à la pesée dans les boutiques chinoises. Donc, pour Maxime Rivière, il s'agissait à la fois de minimiser les pertes et aussi de valoriser en fait son produit pour l'export, avec l'idée d'un emballage vendeur, donc de pouvoir vendre le produit par l'emballage. Ça, c'est quelque chose qui se passe partout dans le monde à cette époque où le plastique va aussi servir à rendre attractif. Donc, l'un des tout premiers sacs plastiques au monde va naître de cette rencontre du sucre et du plastique. Et il faut savoir que cette première usine, elle va se faire dans une des usines désaffectées qui avait fermé, enfin de l'industrie du sucre, une des usines de Maxime Rivière, qui avait fermé en 66, et que ce sont les ouvriers du sucre qui vont faire le premier plastique local. Et c'est toujours dans ces locaux à peine agrandis que l'entreprise Bourbon Plastique continue son travail. Peut-être, si tu veux avancer, Marie, dans 2 slides après, on a quelques images. Oui, une slide, pardon. Oui, celle d'avant. Excuse-moi. Oui, donc là, on voit à droite, c'est l'ancienne usine, donc c'est toujours là où se produit le plastique. Et à gauche, on a l'image de ces premiers sacs qui est réalisé à cette époque.
Et donc voilà, donc, en 1980, avec l'explosion de la consommation sur l'île, l'entreprise gagne en ambition et cherche à se diversifier. Ce qui va être compliqué parce que très vite, elle va devoir faire face à la concurrence internationale par rapport à la pollution du plastique et aussi à l'inversion du cours du dollar avec l'euro. Et donc, dans les années 2000, Bourbon Plastique est obligé de revendre ses machines, ses matériaux et va se scinder en deux groupes. Donc, aujourd'hui, on a Bourbon Plastique Emballage, donc qui fournit des sacs, certains emballages, etc. aux entreprises réunionnaises, et Bourbon Plastique BTP, qui fournit du plastique pour le BTP. Et donc, à l'époque, Bourbon Plastique est toujours sous la houlette de l'industrie sucrière, donc de Cartier français. Sauf que Cartier français va être racheté par la coopérative Tereos, qui est un gros lobby du sucre à La Réunion, qui, à ce moment-là, n'a aucun intérêt pour la diversification qui se fait en dehors de l'industrie sucrière. Et donc, c'est le moment où les routes du sucre et du plastique vont se séparer et les gérants de Bourbon Plastique vont racheter l'entreprise. Donc, pourquoi est-ce que je raconte cette petite histoire? Si tu veux passer la slide, Marie. Donc là, c'est à l'intérieur de les machines de Bourbon Plastique et quelques sacs qu'ils produisent. Et la slide suivante. Oui, oui, oui. Donc, c'est ce qu'on voit en étudiant cette histoire un peu symbolique de l'arrivée du plastique à La Réunion, parce qu'évidemment, le plastique était déjà arrivé avant cet avion, enfin, même l'avion dans lequel Pierre Burel arrive est rendu possible par les découvertes du plastique, parce que voilà, avec ce matériau plus léger, ça a permis toute une révolution qui précède cette histoire, mais il y a un peu cette histoire un peu symbolique pour moi, qui permet de mettre en avant le fait que la circulation en masse des plastiques qu'on a aujourd'hui, elle fait partie de ce que j'appelle dans ma thèse un projet circulatoire, c'est-à-dire un projet qui a été mené, formulé par les pouvoirs publics et les entreprises privées pour faciliter la mise en place d'une circulation de matériaux et d'énergie dont le but est d'insulariser l'île. Parce que voilà, le plastique, grâce à sa légèreté, son coût plus abordable, il a circulation d'avions à fréquence régulière, conversion des grandes familles de planteurs vers l'import, le commerce. Il a accompagné la sortie de terre des supermarchés. Il a facilité l'accès aussi des familles plus pauvres à pouvoir acheter des biens moins chers, en abondance. Et très vite, le plastique devient aussi une norme sanitaire, que ce soit pour l'alimentaire et pour le médical. Donc voilà, il devient vraiment omniprésent. Il fait partie des nouveaux bâtiments qui sortent de terre. Et donc, dans ma thèse, quelque chose que j'essaie de garder à l'esprit, c'est que certes, évidemment, le plastique peut être analysé comme un instrument du progrès, avec toutes les pincettes qu'il faut employer pour ce terme, mais aussi, quelque part, le plastique peut-être a pu incarner comme un droit, celui d'être quelque part un Français comme les autres. Ou à tout le moins à pouvoir consommer comme les autres. Donc il y a cet enjeu de penser la consommation de plastique comme un enjeu de citoyenneté ou en tout cas comme un enjeu de participation à la modernité qui est complètement mise en scène par l'Europe, par l'Occident à cette époque-là. Et donc cette histoire, je l'utilise aussi parce qu'elle montre que l'omniprésence du plastique, ce n'est pas une coïncidence ou le résultat d'un progrès inévitable, mais c'est bien le résultat de politiques volontaristes avec un projet en tête qui n'est pas un projet naturel, c'est un projet politique qui porte le nom de développement et de modernisation. J'avais un exemple à la slide suivante, mais je pense que je vais passer et peut-être qu'on y reviendra. Donc la slide d'après. Oui, donc c'est un projet volontariste qui va être sans cesse renouvelé et qui se manifeste par des flux de matière et d'énergie qui sont immenses, qui n'ont rien d'apolitique et qui nous permettent en fait de décrire un certain type d'économie, ce qui est un des objectifs de ma thèse. Là, l'image que vous voyez qui est un peu, c'est partie des types de travaux que j'aime analyser dans ma thèse, c'est un schéma de flux, de métabolisme, où les pouvoirs publics essaient de comprendre l'économie de l'île en essayant de donner une image
de ce qui construit la Réunion comme structure économique. Et donc, cette histoire, pour moi, donc, elle appelle aussi à une forme de prudence par rapport à l'habitude d'une certaine condamnation morale absolue du plastique. C'est-à-dire que pour beaucoup de Réunionnais, comme beaucoup de gens dans le monde, le plastique, ça a été ce par quoi une vie plus digne a été rendue possible. Donc, et c'est important de garder ça à l'esprit dans notre critique. Et par ailleurs, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que à La Réunion comme ailleurs, aujourd'hui, la manière dont on va formuler le problème plastique, elle relève énormément d'un procès moral qui va être fait, dirigé à l'encontre de l'individu, du citoyen. Et donc, une partie de ma thèse, elle consiste à analyser ce que j'appelle la mise en morale du plastique. Donc, à la slide suivante. Nous sommes donc sur une île. Forcément, la masse des biens de consommation qui arrivent, une fois consommés, elle ne disparaît pas. Peut-être quelques chiffres pour penser ce problème. Déjà, donc à La Réunion, c'est environ 855 000 habitants. En 2014, on a enfoui à peu près 463 000 tonnes de déchets, qui sont issus à la fois de la collecte sélective, mais aussi des déchets d'activité économique, qui n'ont pas d'autres solutions de gestion à ce jour. Enfin, le BTP a un peu ses propres exutoires, mais bon, ce ne sera pas l'objet de cette présentation. On a 2 centres d'enfouissement, un à l'est de l'île et un au sud, qui sont tous les deux en saturation. Et bientôt ce qu'ils appellent des unités de valorisation énergétique, qui sont un peu des remaniements de ce qu'on appelait avant l'incinération. Et aussi donc le recours obligatoire en France au recyclage, qui à La Réunion, on en parlera un peu plus tard, est quasiment complètement dirigé vers l'export. Donc il faut savoir que l'export de déchets, c'est le 2e poste d'export en masse à La Réunion, après la canne. Donc c'est assez énorme. Voilà. Et donc, donc pour avoir des chiffres sur le plastique, c'est vraiment très compliqué. C'est quelque chose, voilà, ça a été vraiment le casse-tête pour la thèse, déjà parce que il y a peu de données publiques qui sont produites. Sinon, on sait pour le plastique de la collecte sélective. Donc Citeo a quelques chiffres. On sait aussi, on a quelques données privées, mais qui sont aussi difficiles à obtenir parce que voilà, les entreprises protègent leur marché, quoi. Et en général, il y a tout un enjeu sur les données de manque de transparence par rapport aux entreprises et aussi de difficultés de catégorisation. Par exemple, si vous allez à la douane et que vous leur demandez combien de plastique arrive sur l'île, ça fait bien rigoler parce qu'on ne classifie pas les choses par matière, mais voilà, si vous commandez je sais pas, un toboggan, une télé, etc. C'est pas des choses qui sont qualifiées par matière. Et donc, c'est compliqué de savoir exactement quelle quantité précise. Mais voilà, bon, vous savez, là-bas ici comme ailleurs, le plastique est omniprésent et c'est compliqué de le quantifier. Donc, à la slide suivante. Donc j'ai mené des entretiens auprès des habitants qui donnent à penser que les premiers flux plastiques à quitter l'île, historiquement, ça va être les déchets sauvages, un peu les déchets que les grandes pluies et les cyclones amènent de la terre, des hauts de l'île et de la côte vers l'océan, par le biais des ravines. Et donc, avant que ne se mette en place un système de gestion à la française, qui va vraiment prendre forme dans les années 80, les foyers s'organisent comme ils peuvent, comme en France hexagonale, c'est-à-dire que chez certains, on brûle, chez d'autres, on entrepose dans la cour, dans le poulailler, ou alors on jette dans la rivière, et plus rarement, certaines familles enterrent. Et donc, l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, le plasticien, non, c'est encore la slide d'avant, qui est aussi militant zéro déchet et qui, donc lui, il a grandi dans le bidonville de Tanambo, au sud de l'île, près de Saint-Pierre. C'est un bidonville qui a été rasé en 1989, ça faisait aussi partie des politiques de Bré. Et lui, il raconte un peu ce souvenir un peu
un peu fondateur que dans les années 80, il se souvient de ces flots de déchets qui voyaient pour la première fois se déverser depuis les rivières jusqu'à la mer et qui revenaient parfois donc, de la mer jusqu'à la plage. Et c'est ce contraste-là entre l'extrême misère qu'il avait connue et l'abondance un peu absurde de ce spectacle qui va le marquer à vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, il va prendre la décision de ne plus rien jeter. Et donc, c'est quelqu'un qui récupère tout, en fait, tout ce qu'il fait pour en faire des trouvailles. Donc là, sur la diapositive, il y a quelques photos de chez lui, donc, où il m'a reçu. Et où vraiment, il jette rien. Il fait certains d'entre vous sont déjà allés à la demeure du chaos près de Lyon. Ça ressemble un peu, voilà, c'est vraiment assez impressionnant. Et moi, j'aime bien cette histoire parce qu'en fait, ce comportement-là, il est complètement à l'opposé du système de gestion qui va s'organiser à La Réunion pendant cette même période. Avec ce qui va se passer, les pouvoirs publics, en fait, vont être plus dans une logique de ramassage, de collecte, donc avec la mise en place des premiers ramassages collectifs, la mise aux normes de décharges municipales, qui en fait vont acter une forme de résignation, de normalisation vers une sorte de mal nécessaire. Le déchet existe, il faut le gérer. Et donc, il s'agit de le contenir, en fait, pour, de l'autre côté, permettre le progrès tant attendu qui arrive de cette manière-là. Et donc, le nouveau mot d'ordre, ça va être apprendre à jeter. C'est un mot d'ordre qui va structurer le rapport souvent paternaliste, en fait, entre pouvoir public et habitants, habitantes. Et avec cette idée qu'on retrouve partout, qu'on retrouve en Europe, que les citoyens doivent être éduqués à de nouveaux gestes pour participer à cette organisation de circulation qui sont décrétées vertueuses, de la poubelle à la décharge, et un jour à l'incinérateur. Et donc, dans ma thèse, moi, je propose de voir cette injonction à l'éducation des citoyens et d'une part, qui va avec d'autre part la modernisation de la gestion des déchets comme un problème circulatoire qui va être formulé par les pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui ont le pouvoir de formuler ce problème de cette manière et qui va être repris par les entreprises, par les médias, par toute notre culture en fait environnementaliste. C'est-à-dire qu'il va être acquis que le problème de la Réunion à partir des années 80, ce serait que les citoyens, les citoyennes ne mettent pas leurs déchets dans les circuits prévus pour la bonne gestion. Donc le problème, c'est les mauvais jeteurs. Et donc le plastique, il est construit comme ça, comme parmi les déchets, comme un objet à mettre en circulation. Cette mise en circulation, elle est permise par cette mise en morale, entre guillemets, du déchet. Et donc, cette mise en morale, elle s'exprime partout sur l'île et elle reprend des schémas qu'on retrouve en réalité partout ailleurs. Donc, voilà, on a déjà l'idée d'une rhétorique, l'idée d'une urgence, d'une saturation. On va présenter l'île comme une petite île qui croule littéralement sous les déchets et surtout sous les plastiques. On a à la slide suivante l'idée que le problème déchets, donc, il vient des citoyens qui ne participent pas à la bonne gestion. Donc d'abord, dans un premier temps, ça va être il faut apprendre aux citoyens à jeter dans la bonne poubelle. Après, ça va être il faut apprendre aux citoyens à recycler. Et plus récemment, il faut apprendre aux citoyens à consommer différemment. Donc l'accent est toujours sur le citoyen. À La Réunion, ça prend aussi des formes particulières. Donc on a la chasse aux macottes. Dans la presse, sur Internet. Donc là, il y a une petite image du site bandecochon.org où on peut localiser les dépôts sauvages pour amener les pouvoirs publics à pouvoir les nettoyer. On a aussi à la slide suivante la grande mode mondiale des ramassages sur la place qui va être présentée vraiment comme le summum de l'action citoyenne. Et dans ces pratiques, les discours, ils se focalisent vraiment sur les personnes qui sont responsables des dépôts. Et les pouvoirs publics vont tenir un peu un discours, à mes yeux, assez problématique de ce sont toujours les mêmes, donc avec aussi des connotations souvent racistes ou classistes, et en tout cas un jugement moral qu'on retrouve dans l'éducation au recyclage et qui s'internalise. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je mets un mauvais déchet dans la mauvaise poubelle de recyclage, j'ai l'impression d'être une horrible personne. Donc c'est à ça que je fais référence par moralisation.
Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ramassages de déchets, notamment les pick-up là, sur les plages, souvent, ils sont sponsorisés par des grandes marques, donc des marques de supermarchés. À La Réunion, ça va être Leclerc, Carrefour, des industries qui utilisent du plastique, donc comme Edena, Bagatelle, Le Sieur, qui sont très friands de ce type de démarche parce que ça leur permet de verdir leur image. Et aussi par un grand groupe qui a le monopole de la gestion des déchets à La Réunion, c'est le groupe Suez, enfin, qui a un certain monopole. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ces campagnes de sensibilisation, l'enjeu, ce n'est pas de remettre en question, ou en tout cas, je pense que ça l'est en partie pour les personnes qui le font, mais ce qui est sous le projecteur, ce n'est pas de remettre en question la production d'emballages jetables, par exemple, donc par exemple le processus d'entreprises comme Bagatelle, comme Le Sieur, etc., mais bien d'inciter à mieux jeter. C'est sous-entendu que une fois que le déchet entre dans les bons circuits, il n'y a plus de problème. Donc, donc il s'agit de bien mettre en circulation le déchet, soit vers le recyclage dans l'idéal ou vers l'enfouissement au pire. Et ces voies de circulation, elles ne sont jamais présentées comme un choix politique. C'est-à-dire que ce sont des voies qui sont imposées, on n'a pas d'alternative, on n'a pas l'impression qu'il y ait une alternative ou un choix. Et ce sont ces voies de circulation qui dessinent en fait le système vertueux de la gestion des déchets. Et donc, ce qui est moral ou immoral, ça se joue dans la participation ou non à ces circulations qui sont organisées en partie par les pouvoirs publics et en partie par les entreprises. Et donc, moi, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est, dans le cas de La Réunion, c'est que ces déchets, par exemple, qui sont ramassés par les pouvoirs publics, les dépôts sauvages, ou bien les déchets qu'on ramasse sur la plage quand on va à ces pick-up, à La Réunion, souvent, ils se retrouvent en partie dans les voies du recyclage, on en parlera plus tard, mais surtout, majoritairement à l'enfouissement. Et donc, maintenant, j'aurais voulu parler un peu de la réalité des déchets, entre guillemets, bien gérés à La Réunion. Donc, à la slide suivante, j'ai pris une photo. Ah, on voit. Ah, si. Donc, c'est une photo. Donc, ce sont 3 photos que j'ai prises pendant le temps de ma thèse. Donc, la première photo en haut à gauche, elle a été prise en 2019. Et les 2 dernières photos, elles ont été prises 2 ans et demi plus tard, au centre d'enfouissement de Saint-Pierre. Et donc, c'est une des dernières tranches du centre d'enfouissement qui donc a atteint la saturation et qui en fait, bon, c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez mon curseur sur le. Non, vous voyez pas. Donc en fait, oui, la première. Si vous voyez. Oui. Ah non, je crois qu'on voit le curseur de Marie. Bon, c'est pas grave. Donc la première photo, on voit donc une tranche qui commence à être remplie. Et cette tranche-là, c'est la tranche qui est sur la photo à droite, sous la bâche, le plus à droite. Et donc tout ce qui est et le reste, c'est là où, enfin, c'est tout ce qui a été rempli en 2 ans et demi, quoi. Et donc entre mes 2 visites, cette tranche, elle a entre guillemets poussé de 44 mètres de hauteur. Donc ça, c'est que pour la moitié de l'île. Et donc la troisième photo, en fait, on se situe sur la tranche. Et donc on voit la tranche qui se remplit en bas. Donc c'est par là que. Et donc c'est assez vertigineux parce que l'enfouissement, en fait, il redessine vraiment le paysage. Donc c'est compliqué, même moi, quand j'ai essayé de comparer les photos, de comprendre où je me situais, parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment du landscaping. On a une construction de montagne de déchets et surtout, tout est fait pour qu'on ne les voit plus une fois que c'est enfoui. Donc, il y a de la végétalisation, on les recouvre de bâches, etc., pour donner une image de l'entreprise de gestion qui est derrière. Sauf que, et voilà, et le plastique fait vraiment énormément partie de ce stock. Je ne sais pas à quel point l'image est précise sur vos écrans, mais c'est évident quand on y est, quoi, que ça fait partie du gros du stock de déchets qui est jeté. Et le problème, c'est que ces déchets, une fois qu'ils arrivent en centre d'enfouissement, ils ne sont pas neutralisés, même s'ils sont un peu loin des yeux, loin du cœur. En fait, ils sont pas inertes, ils n'attendent pas sagement dans ces infrastructures.
Particulièrement, un des problèmes auxquels fait face les centres d'enfouissement, c'est les risques d'incendie, parce qu'en fait, dans l'enfouissement, quand on enfouit, il y a beaucoup de micro-organismes qui agissent, qui décomposent, et donc, par exemple, ces centres d'enfouissement, ils sont constamment irrigués pour prévenir le risque d'incendie. Et une critique qui a été formulée récemment par la biologiste Nathalie Gontard, qui a sorti un livre sur le plastique récemment que je vous encourage à consulter. Donc, sa critique, c'est que ces systèmes de gestion-là qu'on continue d'avoir, ils prennent aucunement en compte ce qu'on sait de la dégradation des plastiques, qui en fait, dont on sait aujourd'hui qu'ils peuvent atteindre des dimensions si petites qui peuvent passer la frontière de nos organismes et agir comme des hormones. Donc, c'est les fameux perturbateurs endocriniens. Donc, autant dire que la barrière de plastique qui contient ces déchets plastiques qu'on enfouit, elles ne sont pas hermétiques. Les bâches plastiques elles-mêmes qui sont censées contenir ces déchets, elles sont soumises à la loi de la dégradation. Et l'autre problème que souligne aussi Nathalie Horter, c'est que ces plastiques, elles ont une autre caractéristique qui est qu'elles se gorgent de toutes les substances qui les environnent et donc il va faire voyager, le plastique fait voyager toutes les substances qu'il rencontre. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mis du safran, du curcuma dans un Tupperware, ça reste, c'est compliqué à nettoyer. C'est parce que voilà, c'est vraiment une caractéristique du plastique, c'est qu'il il se charge avant de voyager. Et donc, Nathalie Gontard, elle nous invite à imaginer la migration de ces microplastiques et des polluants qu'elle rencontre, qui s'agglomèrent dans nos centres d'enfouissement et qui ne sont contenus par ces bâches en plastique que de manière temporaire. Et donc, de plus en plus, il y a une idée parmi les chercheuses, une idée radicale que le plastique, même si on a l'impression que c'est l'objet jetable par excellence, en réalité, il ne se jette pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est produit, c'est presque déjà trop tard, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs où on peut le jeter, d'une part, et l'échelle de temps pendant laquelle il se dégrade n'est pas à échelle humaine. Donc, voilà pour une critique qu'on peut formuler par rapport à l'enfouissement. Et donc, face à ces problèmes, la réponse institutionnelle et économique, en parallèle à l'enfouissement, ça a été historiquement de tenter autant que possible de réinsérer le plastique dans des circuits de recyclage. Et le problème, qui je pense ne vous est pas étranger, c'est que les plastiques sont très réticents à répondre à ces idéaux de circularisation, dans lesquels nos institutions continuent d'avoir foi, qu'il s'agisse du recyclage ou quand on parle d'économie circulaire. Donc, à la slide suivante. C'est la chercheuse dont je vous parlais tout à l'heure. Par recyclage et circulaire, une littérature très riche sur le sujet. Mon but aujourd'hui, c'est plus d'ancrer ces critiques dans l'analyse du territoire réunionnais. Mais peut-être juste une petite piqûre de rappel, la recyclabilité du plastique, elle n'est pas du tout évidente pour des raisons techniques et pour des raisons économiques. Et donc pour Nathalie Gontard, par exemple, qui est directrice de recherche à l'INRA et qui est ingénieure spécialiste des polymères, elle va jusqu'à dire que le plastique n'est pas, par définition, réellement recyclable. C'est-à-dire qu'il n'est jamais un déchet qui va redevenir sa matière d'origine. Elle propose plutôt de parler de décyclage, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on sait faire, le recyclage du plastique qu'on sait faire, ça consiste à collecter le plastique de meilleure qualité, donc les bouteilles en PET ou le PEHD, donc les bouteilles d'huile, les flacons de gel douche, etc., pour en faire des matériaux moins performants, pour en faire d'autres objets comme des puces synthétiques, des pots de fleurs, des cintres, et cela pour un seul et dernier cycle avant de devoir jeter ces objets. Et en plus, donc pour faire ces objets, il faut rajouter de la matière première. Donc, en quelque sorte, pour elle, il n'y a pas de recyclage parce que la boucle n'est pas bouclée. Et donc, pour elle, c'est cet idéal auquel on continue de s'accrocher, de pouvoir rendre possible techniquement le recyclage à 100% de nos plastiques à l'infini et pour faire disparaître ces déchets est une illusion. Elle rappelle aussi que les pays du Nord qui affichent un glorieux taux de 40% de taux de recyclage du plastique qui est permis par l'export, n'ont jamais diminué leur consommation de plastique vierge, au contraire.
Et donc, je ferme la grande parenthèse, à la slide suivante, pardon. À La Réunion, quand le premier plan départemental de gestion envisage la mise en place de filières de recyclage, il est étonnant que la seule petite filière qui existe localement, c'est celle du plastique. Donc, Bourbon Plastique recycle déjà en 92 une partie de ses chutes de production de PVC pour la réemployer. Et en fait, voilà, le recyclage du plastique à l'échelle industrielle, il est quand même plus simple qu'à l'échelle ménagère. Et pour le territoire français, économiques insulaires qui sont toujours les mêmes, que la quantité disponible de plastique sur l'île est paradoxalement trop faible pour pouvoir lancer des filières rentables. Donc, il n'y a pas assez de plastique pour que le recyclage soit rentable. Et donc, il y a plusieurs initiatives d'industrie du recyclage plastique qui vont être lancées, mais avec des échecs répétés. Donc, tous les 2 ans, il y a souvent des projets qui se remontent, mais le constat est toujours un peu le même. Et donc, l'organisation de l'île va se tourner vers l'export, qui est lui-même coûteux et principalement, qui a été permis par la possibilité d'exporter ces déchets vers l'Asie, surtout pour ce qui est de l'emballage plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi de 1977 en France qui dit que le recyclage est obligatoire, mais il y a ce terme, si c'est trop cher et pas rentable de recycler, l'obligation ne tient pas forcément. Et donc, dérogation par rapport à la métropole. Et seuls sont soumis à l'obligation de recyclage, certains flaconnages. Et donc voilà, et la majorité des refus de tri à La Réunion sont constitués de plastique, et il y en a beaucoup plus qu'en métropole à cause de ce décalage. Donc là, les photos qui passent plutôt dans le centre de tri. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes déjà allés visiter des centres de tri. Et donc à La Réunion, jusqu'en 2014, on envoyait tout vers l'Asie. Et donc voilà, 2014, coup de pied dans la fourmilière, la Chine refuse de recevoir tous les déchets du monde. Et plusieurs pays d'Asie vont fermer leurs frontières à ce moment-là. Et il y a beaucoup de plastique qu'à La Réunion, on ne va même plus collecter. Je crois que c'est à la slide d'après. Oui. Donc, non, c'est pas celle d'après, pardon. Ça, c'est une carte d'une collectivité pour expliquer où vont les déchets, qui n'est pas très exact, mais c'est ça. Et donc, oui, c'était la slide d'avant, excuse-moi, avec le tableau. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a la conséquence directe de cette fermeture des frontières asiatiques, donc ce qu'on a appelé la Green Fence, c'est que la Réunion doit désormais exporter plus vers l'Europe avec un coût financier et écologique énorme, à un tel point où certains des négoces de l'île vont décréter un peu en off que le plastique n'est plus économiquement recyclable aujourd'hui. Si c'est encore permis, c'est vraiment parce qu'il y a des soutiens par des subventions publiques. Donc aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus rien en Asie, sauf un peu de PEBD industriel très propre qui est repris en Malaisie, je crois. Et donc, on continue d'envoyer les PET, donc les bouteilles d'eau, le PEHD comme les bouteilles de soupline. Mais par exemple, depuis 2014, on ne peut plus envoyer les sacs plastiques, les sacs imprimés, les PP durs, donc les pare-chocs, etc. Les films agricoles qui déjà n'avaient quasiment pas de filière, mais dont on avait essayé d'organiser une certaine filière, aujourd'hui n'ont plus du tout cet exutoire de l'export vers la Chine. Alors que moi, ce que j'ai découvert et qui m'a vraiment posé question, c'est que le gisement des films agricoles aujourd'hui, bon, c'est pas exactement quelle quantité il y en a, mais le plastique utilisé par l'agriculture, il est estimé rien que pour les bâches, donc qui recouvrent les sols, et puis les plastiques estimés donc pour l'agriculture, ils sont environ de
2000 tonnes à l'import par an, ce qui correspond au gisement de plastique d'emballage issu de la collecte sélective. Et pour moi, c'est assez frappant parce que d'un côté, on va avoir les collectivités qui vont s'acharner à sensibiliser, éduquer les citoyens aux bons gestes de tri, etc. Alors que de l'autre, la question des plastiques agricoles, elle est complètement absente des débats publics et que leur non-gestion, en fait, elle est permise par une tolérance institutionnelle. Et donc, à La Réunion, comme en office-pas ces plastiques, de les broyer dans le sol, de les laisser de côté du champ et donc de mettre un peu la dégradation avec la météo. Aujourd'hui, il y a une tentative de chercher un débouché pour ces plastiques dans les UVE, dans les futurs incinérateurs, qui pour l'instant refusent parce que ce sont des plastiques qui s'imbibent de pesticides, d'engrais, etc. Donc voilà, question ouverte sur les plastiques agricoles. Et donc, depuis la Green Fence, les plastiques sont enfouis en quantité industrielle parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Ils sont beaucoup trop chers à exporter. Et pendant la crise sanitaire du Covid-19, par exemple, il y a 3 des 4 négoces de l'île qui ont demandé au préfet de pouvoir enfouir leurs déchets destinés au recyclage, à l'export, parce que les seules compagnies maritimes qui fonctionnaient sur l'île, 2 sur 3 avaient cessé leurs activités. Donc, c'est une dérogation qui n'a pas été accordée et il a fallu stocker et attendre pour pouvoir les exporter à un coût très élevé vers d'autres pays. Donc, il y a encore des tentatives aujourd'hui d'organiser des coopératives à l'échelle de l'océan Indien. Donc, la COI, notamment, a organisé plusieurs réunions l'année dernière pour essayer de mutualiser les gisements de PET, qui est le plastique qui se recycle le mieux aujourd'hui, et étudier les possibilités de partage d'infrastructures de recyclage. Mais c'est une entreprise qui est rendue compliquée par le coût de transport et aussi par les normes réglementaires de la Réunion en tant que département français. Et donc, pour moi, se pose la question de la pertinence écologique et éthique, en fait, d'un modèle de recyclage qui est fondé sur l'export. C'est-à-dire qu'à La Réunion, comme en France, comme en Europe, on va déléguer la gestion de nos déchets à d'autres pays qui sont souvent moins aisés. Et il n'est pas anodin pour moi que le plastique qui arrive sur l'île depuis la mer, notamment sur la côte est et sud, elle vient de ces pays d'Asie qui sont censés gérer nos plastiques et qui en plus produisent leur propre stock. Et d'autre part, cet accent sur le recyclage, il fait de l'ombre à un fait assez parlant qui est que selon les estimations de l'ADEME, donc de l'agence régionale, il y a moins de 10% des matières plastiques importées à La Réunion qui sont théoriquement recyclables, pas recyclées, juste théoriquement recyclables. Ce qui signifie que 90% des plastiques importés sont destinés à finir à l'enfouissement et bientôt à l'incinération. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu... je voulais l'incinération, donc après j'en parle sur la photo, c'est un ballot de ce qu'ils appellent des CSR, combustibles solides de récupération, qui est destiné en fait à être incinéré. Donc ça va être le destin des plastiques dans le futur à La Réunion. Voilà, je ne vais pas revenir un peu sur les critiques du plastique, de l'incinération des plastiques. Peut-être simplement rappeler que les recommandations sanitaires et politiques, sanitaires et techniques, c'est de ne brûler du plastique qu'en dernier recours parce que ça émet des fumées et que ça produit des déchets dangereux qu'il faut ensuite enfouir. Et voilà, je voulais juste conclure sur le fait que, en fait, cette focale, quelque chose qui ressort, c'est qu'on va complètement se focaliser sur la gestion des déchets en aval, donc avec le recyclage, l'incinération, l'enfouissement, etc. Et on ne va jamais prendre au sérieux des solutions qui mettent l'accent sur l'amont de la production. C'est-à-dire repenser la consommation, réguler les importations, favoriser les productions locales. C'est des choses qui ne sont pas du tout prises au sérieux et quand on en parle en entretien avec les pouvoirs publics, ça fait doucement sourire. Donc voilà, j'arrive au terme de ma présentation.
Donc voilà, et je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Un très grand merci, Mélissa. Donc, Merci. comme convenu, je vais prendre la parole pendant une petite vingtaine de minutes pour discuter en dialogue avec vous de vos travaux absolument passionnants. Cette communication, elle montre bien, très très bien le lien intrinsèque qu'il peut y avoir entre l'entrée des plastiques, leur accumulation comme déchets, ou éventuelle gestion comme déchets, et puis la politique propre à un territoire, avec, vous l'avez mentionné, des éventuelles dérogations qui seraient accordées à une région, à des spécificités insulaires, par exemple. Donc, à l'heure où aujourd'hui, de plus en plus, on parle de décarboner l'industrie, enfin l'économie plus généralement, de déplastifier le monde aussi, il fut absolument passionnant de vous entendre parler du lien entre le plastique et l'industrie du sucre. Ce que vous nommez la plantationocène, je n'ai absolument pas prononcé ce terme, et plus généralement les liens entre le plastique et l'histoire de la Réunion. Alors, bien évidemment, un format de 40 minutes, c'est toujours bien trop court et oblige à des coupes et à des formulations synthétiques. Donc, je me suis permis d'établir une sorte de liste de questions un peu en cascade qui nous permettra, je l'espère, à la fois de bien mettre en valeur les travaux de votre recherche doctorale et puis de susciter une discussion, en tout cas une réflexion collective, de stimuler la pensée collective. Donc, l'idée, c'est que j'ai essayé de les regrouper un peu par thème, de façon à ce que je puisse restituer un peu des blocs thématiques et puis ensuite vous donner à chaque fois la parole. Donc, tout d'abord, je pense que je vais vous faire parler de méthodologie, puis de politique, ensuite de cette question export et zone d'enfouissement et zone d'enfouissement et logique d'exportation. Et puis, on terminera peut-être avec la question des polluants organiques persistants pour ouvrir peut-être la discussion à la salle et aux participants du séminaire. Alors, tout d'abord, et je pense que c'est là vraiment un choix d'anthropologue, je voudrais vous entendre préciser votre méthodologie, parce que moi, dans la première version écrite que j'avais eue, vous mentionnez, vous revendiquez à la fois d'une posture d'anthropologue et de géographe, donc à voir si... là, à l'oral, vous allez affirmer ou confirmer ce point ou pas. Mais en tout cas, comment, en tant que géographe, vous suivez le plastique tout au long de son cycle de vie, hein. Vous avez évoqué, bien sûr, la méthodologie de Follow the Thing. Mais là, dans votre restitution orale, ce qui était très, très intéressant à entendre d'ores et déjà, c'était les récits de vie, les témoignages que vous avez collectés, des témoignages qui finalement sont des témoignages historiques qui présagent la trajectoire problématique des plastiques. Et c'était très fort, je trouvais, de découvrir en fait le fait que certains portent encore le mythe du plastique fantastique. Par exemple, cette entreprise Bourbon Plastique qui revendique d'avoir inventé l'un des tout premiers sacs en plastique pour le transport du sucre. Et cette formulation, je crois que vous n'avez pas dit à l'oral, mais on vient du sucre, hein, cette formulation d'un des acteurs qui revendique ce lien, qui l'illustre en tout cas parfaitement, ce lien entre le plastique et le plantationocène, c'est très très intéressant. Mais alors, même si j'ai trouvé ces témoignages extrêmement prometteurs, j'ai trouvé parfois dans cet exposé, qui, je le répète, est bien évidemment conditionné par ce format des 40 minutes, il manquait parfois un tout petit peu cette vie sociale de l'objet. Quel regard, je dis n'importe quoi, un vendeur d'eau porte sur le prix de la bouteille en plastique, sur le coût du recyclage, sur la potentialité de voir cet objet être à la fois un objet que l'on achète, mais aussi qui revient en tant que déchet marin et qu'on va éventuellement devoir aller récupérer, nettoyer sur les strands. Et comment, en fait, localement, et ça c'est le point, je trouve, qui serait très très intéressant à discuter aujourd'hui, comment localement cette histoire de l'import de substitution est discutée, comment elle est perçue,
Est-ce que finalement, pour les Réunionnais, ça a été aussi une chance, ça a été la possibilité d'avoir accès à des emplois, bon, vous l'avez évoqué un petit peu, mais je trouve que autour de la question du plastique, ça serait très intéressant de vous entendre en parler un peu plus avant. Tout comme vous nous avez très bien montré que les campagnes de sensibilisation sont assez fortes, qu'elles visent à dessiner un système vertueux de la gestion pour taire finalement toute critique faite à l'encontre de l'emballage plastique. Mais il aurait peut-être été intéressant aussi de voir si dans ces affiches et dans le verbatim, on a un propos qui est finalement assez homogène ou s'il y a des diversités de points de vue. Voilà. Donc ça serait un peu ma première liste de questions sur la méthodologie. Comment vous vous situez et comment est-ce que nous, ensuite, on peut venir travailler ces données que vous avez restituées. Oui, merci beaucoup Géraldine pour ce retour et pour ces questions. Par rapport, donc moi de formation, je suis géographe et effectivement, en fait, moi je suis en co-direction avec une géographe et une anthropologue. Et donc la co-disciplinarité, c'était quelque chose d'imposé dans mon contrat, mais donc évidemment, on s'invente pas anthropologue. Donc un des enjeux dans la thèse, ça a été de se demander quel serait l'apport de l'anthropologie dans ce travail, sachant que voilà, j'ai pas de formation, etc. J'ai juste mes lectures et puis l'aide de ma directrice. Et une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que donc la thèse que j'ai écrite, elle s'est faite en contexte Covid. Donc il y a beaucoup d'entretiens, une série d'entretiens que je souhaiterais réaliser avec des personnes âgées qui ont été rendues impossibles. Parce que voilà, j'ai commencé en octobre 2019. À partir du janvier 2000, on commence à en parler et là, tout est devenu très compliqué. Donc, à la fois, il y a une partie du travail que j'ai voulu faire en anthropologie qui n'a pas été possible, mais une autre partie qui a été possible. Et en fait, moi, je le vois plus comme un peu donc ma démarche, elle est géographique, avec des apports. Et on m'a invité, ma directrice m'a invité à faire des entretiens avec les habitants, de leur faire parler, de leur histoire, en fait, de comment est-ce que le plastique est apparu dans leur vie, leur rapport aussi à cette nouvelle culture, en fait, de jeter à la poubelle, etc. Avec vraiment moi, je travaille beaucoup par histoire et faire un peu émerger ces histoires qui à la fois font décaler le regard moralisateur justement sur le déchet et qui donnent à voir autre chose. Par exemple, je sais pas, je pense à une femme qui était issue d'une famille assez pauvre, qui est devenue fonctionnaire, donc qui a eu accès très vite à un autre statut et qui se rappelle que voilà, quand elle était petite, eux, ils n'avaient pas de poubelle, donc de poubelle en plastique avec le sac en plastique. Et en face, la famille qui avait plus de moyens, eux, ils avaient une poubelle en plastique et le sac en plastique, et que vraiment c'était un signe de richesse, ce genre d'histoire qui vraiment décale et qui pour moi, donc j'essaie d'enrichir en fait mon travail de géographe par cette perspective beaucoup plus proche du terrain, de faire du terrain plus ethnographique. Après, moi, ma méthode, ça a été donc, c'est véritablement, en fait, j'ai choisi Bon, déjà, j'ai fait tout un travail un peu historique sur la Réunion, sur un travail d'archives pour essayer de comprendre comment est-ce que le déchet arrive en fait sur l'île, comment est-ce qu'on va en parler, etc. Dans la presse, dans les archives, dans les documents produits par les pouvoirs publics, dans les livres. Voilà, j'ai consulté plusieurs sources, donc un peu pour avoir une image un peu large. Et ensuite, mon deuxième axe a été vraiment le suivi d'objets, donc de choisir des objets plastiques en particulier pour suivre leur parcours et raconter au fil de leur parcours des histoires, quoi. Donc, par exemple, j'ai une étude de cas sur une bouteille en plastique qu'on retrouve à Mafat, qui est dans un cirque isolé de l'île. Qui aujourd'hui fonctionne beaucoup sur le tourisme et donc où la gestion des déchets porte problème. Donc j'essaie de comprendre déjà d'où vient le plastique, d'où vient l'eau, comment est-ce que cette bouteille arrive ici, comment est-ce qu'elle repart, qu'est-ce qu'elle devient et qui est-ce qui... la circulation, elle est
elle est mécanique, mais elle est aussi, il y a des personnes derrière qui font circuler. Enfin, voilà, les mains des personnes qui travaillent. C'est un métier très dur au centre de tri, enfin, voilà, avec les odeurs, d'essayer un peu d'avoir une histoire assez vaste de l'objet, mais qui prend en compte les histoires des personnes qui le font circuler. Et donc voilà, je mentionne vraiment beaucoup par petites histoires qui s'articulent autour d'objets. Donc une bouteille en plastique, je parle de plastique agricole, donc avec des entretiens avec des agriculteurs pour essayer de comprendre leur point de vue, l'évolution temporelle et, euh, et voilà. Et moi, je trouve que c'est toute la force de votre démarche. J'avais noté lesquels. Oui. Pardon. Je dis, c'est aussi toute la force de votre démarche, c'est finalement d'interroger le plastique à la fois comme un matériau et comme un objet, presque un objet culturel. Et je pense que je reviendrai sur ce point en dernière partie de ma présentation, enfin pas de ma présentation, mais de mon retour. Et finalement, comment vous croisez la micropolitique et la politique, la mise en circulation et en régulation en fait de ces choses qui sont à la fois attrayantes et qui posent question. Et donc, il y a une formulation que j'ai trouvée très très bien trouvée, que je vais me permettre de répéter parce que à quelques reprises, l'audio n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas si c'était le cas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, des fois, ça buguait un petit peu. Vous avez à un moment donné présenté à propos des travaux de l'historien Daniel Weixler, à partir desquels vous avez développé une idée, c'est celle que le plastique serait un instrument du progrès, mais aussi un droit, celui d'être un Français comme les autres, et vous, finalement, une idée de l'historien que vous renforcez en rajoutant la notion de citoyenneté. Hein. On devient un citoyen français parce que finalement, on a la possibilité, on a le droit et on aime finalement consommer à l'image du français de métropole. Alors, je me suis, donc, toute cette recherche-là, elle est très utile pour proposer finalement une alternative à cette moralisation des déchets plastiques et à la question individuelle, hein, la responsabilité individuelle, très très bien exposée aujourd'hui, donc ça je ne vais pas revenir dessus. Mais finalement, il y a un concept qui est assez connu en rudologie, et je suis sûre que vous le connaissez, qui est celui de faire monde avec le plastique, cette expression de Baptiste Mont-Saint-Jean. Et en vous entendant, je me suis demandé pour quelles raisons vous ne le mobilisiez pas, puisque alors même que finalement vous montrez bien comment il y a aujourd'hui il y a une coprésence entre la vie de tous les jours, le quotidien professionnel et puis le déchet plastique qui augmente. Hein, vos images en fin de diapositive, en fin de PowerPoint sont très parlantes. Hein. Je sais plus, vous avez dit que ça avait augmenté en moins de 2 ans de plus de 44 mètres. 44 mètres, donc c'est très conséquent. Et donc finalement, cette question-là de faire monde avec, elle nous permettra aussi, dans un second temps, de discuter des exports. Donc ça sera une question que je vais vous poser, mais peut-être avant, sur les flux de plastique, les circulations matérielles du plastique, vous nous les amenez à discuter de manière assez innovante, alors s'inscrivant dans finalement une dynamique universitaire qui prend de plus en plus de place, et je pense notamment aux travaux de Michaela Lemeur, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle le mythe du recyclage, et j'invite ceux qui nous écoutent peut-être à le parcourir également, hein, qui prend forme dans une ethnographie conduite au Vietnam, et qui, comme bien d'autres publications, discute aussi bien de l'impact environnemental du plastique en tant que contenant et en tant que déchet, mais aussi son presque impossibilité à être un jour recyclé, que cela se fasse par le biais d'un geste artisanal ou en mode high-tech ou low-tech. Et donc,
fait, c'est très intéressant de se demander si le plastique est un problème moral individuel, et ça, vous nous le démontrez très bien en montrant que ça dépasse largement la seule échelle de l'individu, du citoyen, mais finalement, ce sont des choix sociétaux. Et donc, j'ai l'impression que vos données permettent finalement de discuter du plastique comme un symbole qui va permettre de questionner le modèle de développement d'un territoire, par exemple par la France dans ses territoires d'outre-mer, mais aussi, est-ce que le plastique peut devenir le support d'un discours finalement un peu anti-paternaliste, voire pro-indépendance. En tout cas, vous nous le montrez bien, il est assez bien révélateur de tensions sociales. Là, je trouve que vous l'avez très très bien démontré aujourd'hui, voire même de conflits presque interethniques. Vous l'avez suggéré en tout cas qu'il y avait quelque chose de l'ordre du racisme qui se jouait autour des critiques faites et des actions conduites autour des décharges sauvages. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant à discuter plus avant. Voilà. Donc je vous laisse peut-être la parole sur ces questions de faire monde dans un territoire finalement insulaire qui a un lien aussi avec un autre territoire, et comment est-ce qu'on se positionne presque d'un point de vue à la fois politique mais presque en termes de revendication identitaire autour de ce déchet. Merci beaucoup pour ces questions qui sont très intéressantes, très stimulantes pour moi et qui font partie qui reprennent forcément des questions que je me pose pendant la thèse, notamment cette question de faire monde. Moi, c'est une notion où j'ai été longtemps un peu en guerre avec, parce que faire monde, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire accepter, faire avec? Enfin, voilà, je me rappelle un peu ce sentiment en avoir lu, en ayant lu le livre de Mont-Saint-Jean à la fin, où finalement, il y a un peu une invitation à accepter un peu le fait que les plastiques sont là. Donc, je crois qu'il mobilise l'idée du chiffonnier, enfin, voilà, le personnage du chiffonnier qui fait avec, etc. Et moi, c'est quelque chose, à la fois, évidemment que le plastique qu'on a déjà produit aujourd'hui, il est là, il ne va pas disparaître, on ne sait pas comment le faire disparaître, on en rêve, on le fantasme beaucoup, etc. Mais il va falloir faire avec. Après, en fait, moi, ma posture, ça va être que j'ai l'impression qu'en fait, par exemple, dans l'enfouissement, c'est cette impression que par exemple, l'enfouissement, cette espèce de création de monde, en fait, mais au sens littéral, de créer un paysage, etc. Enfin, on a déjà cette acceptation, cette normalisation du fait que le plastique fait partie de nos vies, on ne peut pas vivre autrement, etc. Et donc, il faut juste trouver un moyen de... J'ai l'impression qu'en fait, je refuse d'accepter que c'est inévitable et que je suis plus... je voulais en parler dans ma présentation, mais j'ai pas eu le temps, mais il y a un sociologue que j'aime bien qui s'appelle Yannick Barth, qui travaille sur les déchets nucléaires, et lui, il parle du fait que la gestion des déchets, elle construit ce qui apparaît comme une irréversibilité, c'est-à-dire que les pouvoirs publics vont construire le déchet comme quelque chose qui ne relève plus d'un choix, quelque chose de normal, quelque chose qu'il faut accepter. Or, nous dit ce sociologue, il faut envisager une certaine réversibilisation de cet état de fait, c'est-à-dire accepter, oui, d'une certaine manière, on n'aura pas le choix, mais aussi prendre conscience qu'en fait, il y a un choix à faire. Simplement, ce choix, il n'est pas fait. Je veux dire, quand on en parle, notamment avec les pouvoirs publics, où on se dit, un peu naïvement, on est sur une île, pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas le robinet? C'est simple, moi, on a une solution super. Et là, on vous regarde avec des gros yeux, parce que non, en fait, ça veut dire, c'est une révolution. Ça veut dire remettre en question tout le modèle social et économique. C'est une révolution. Et ça, mais c'est un choix politique. Et on le fait, je veux dire... Pour moi, cet accent sur rendre compte du fait que c'est pas un hasard qu'on parle du déchet aujourd'hui comme un problème moral, c'est parce que ça nous empêche de penser le plastique comme il est, c'est-à-dire l'objet d'un choix qui est fait par les politiques, par les entreprises,
soi-disant pour l'individu, mais qu'il faut revendiquer, réclamer d'avoir le choix de plus avoir cette production de plastique. Et je dis que aujourd'hui, dans le monde de la recherche, quand on suit la matière, donc on a tendance un peu à regarder ce qui se passe, voilà, les déchets, le recyclage et ça, mais même quand on va en amont, en fait, ces tonnes de matière qui arrivent sur l'île, avant d'être un problème public, elles ont été prélevées ailleurs. Et donc, moi, je me demande par qui et dans quelles conditions. C'est-à-dire que, il y a énormément de travaux de recherche qui sont faits sur la pétrochimie et les injustices sociales et environnementales qui sont commises au nom de la pétrochimie. Et pour moi, faire monde avec le déchet, c'est vraiment se reconnecter avec les personnes qui ont permis que le plastique il arrive dans nos mains aujourd'hui. Qui a rendu possible ce confort de vie en fait à La Réunion? Aux dépens de qui est-ce qu'elle se nourrit cette croissance illimitée? À quel coût humain? Et pour moi, ça c'est une manière de faire monde qui peut-être me parle plus que d'accepter l'objet où il est, et plutôt de vraiment prendre conscience de toutes les dynamiques de prédation qui ont rendu possible en fait ce mode de vie. Et voilà, je ne sais pas si ça répond si, c'est très très clair. À toutes vos questions, mais... Ça y répond en partie parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises, en vous lisant et ensuite en vous entendant aujourd'hui, je me suis demandé un petit peu, on en revient finalement à cette question méthodologique que je posais en introduction, comment est-ce que vous croisez et quand est-ce que l'on sait précisément ce qui relève d'une représentation, la façon dont les gens perçoivent quelque chose, des éventuels indices ou des informations factuelles sur les imports, les exports, etc. Et finalement, est-ce que les gens, localement, se rendent compte de ce poids, de cette injustice environnementale et sociale, hein, le fait que et puis son pendant économique, hein, vous l'avez dit, seulement 10% des plastiques de la Réunion seraient recyclables, hein, selon un des rapports de l'ADEME. Et puis, en même temps, c'est le deuxième port d'export après la canne et qui, si j'ai bien compris, est en plus largement subventionné par de l'argent public. Donc, finalement, cette question politique, elle est absolument essentielle à creuser. Mais ça serait intéressant de mieux voir un petit peu le positionnement des différents acteurs. Alors, on a très bien compris avec votre exposé les positionnements politiques et économiques. Maintenant, c'est au niveau de tout un chacun qui ne ferait pas partie de ces grands acteurs-là. Comment est-ce est-ce qu'ils ont conscience déjà de ces chiffres et de cet impact et de cette injustice sociale et environnementale? Et puis, est-ce qu'il y a, et ça serait peut-être, parce que je vois que le temps file, mais un peu le troisième thème que j'aimerais discuter avec vous, c'est celui du rapport plus affectif, plus personnel, plus sensoriel, voire mémoriel que les uns et les autres ont au plastique. Et comment finalement, ce rapport émotionnel qu'on peut avoir avec le plastique, il peut venir annihiler ou bloquer justement une résistance, une alternative au plastique. Je ne sais pas là si c'est moi qui suis claire d'un coup. Si, c'est très clair. Oui, c'est vrai que c'est une question, j'ai pas répondu au début. Vous posiez aussi la question tout à l'heure au niveau des campagnes de sensibilisation, est-ce qu'on a un propos homogène, etc. Et c'est vrai que ça a été vraiment un apport de la posture d'anthropologue que m'a apporté ma deuxième directrice. C'est-à-dire que moi, j'avais un peu comment dire, cette opinion un peu à l'emporte-pièce, que voilà, tout le monde moralise les déchets, un discours, tout le monde pense à la Réunion que voilà.
Et en allant sur le terrain, en parlant aux gens, forcément, et notamment pendant les clean-up, là où j'étais très réticente à y aller, je me suis dit, non, mais j'ai pas envie qu'on me fasse une leçon de morale. Et en fait, quand on y va, on se rend compte évidemment que les gens, il n'y a pas du tout un discours homogène et que le discours, il est complexe. Et évidemment que les gens qui vont ramasser, bon, il y en a qui vont pas y avoir beaucoup réfléchi, pas plus que ça, mais il y en a qui vont avoir un discours anti-lobby, anti-capitaliste, etc. et qui voient cette action comme faisant partie d'un aspect plus large, comme une manière de faire quelque chose au milieu du sentiment d'impuissance. Donc, il y a beaucoup de complexité. Et aussi une évolution des discours. Enfin, moi, je me suis rendu compte là, à mon dernier terrain, donc j'ai participé à une action qui était organisée par deux associations. Et deux associations qui n'avaient pas du tout la même perspective sur cette manière de mener l'action. Donc, une association qui était financée par Bagatelle, etc., qui disait, nous, on veut juste sensibiliser, etc. Et une autre association fondée par des jeunes qui, eux, bon, déjà, ont refusé tout sponsor et qui disaient, mais nous, on sait que le problème, il n'est pas là, c'est une manière de l'aborder, et qui est donc qui avait été invité à une réunion avec le MEDEF, qui organisait des sensibilisations, on peut dire, entre guillemets, mais dans les milieux économiques, etc. Donc, où là, effectivement, en fait, ça complexifie énormément, c'est pas du tout un discours homogène, et puis surtout, on voit qu'il y a une conscience qui apparaît de plus en plus, qui est une critique de la production du plastique et de voir que ça se joue plus au niveau de la consommation qu'au niveau... donc voilà, il n'y a pas une naïveté sur le terrain par rapport à ça, en tout cas qui n'est pas répandue, quoi. Et par rapport à... donc au rapport affectif par rapport au plastique, je sais pas trop bien, j'ai pas trop comment dire. Enfin, c'est vrai que c'est assez paradoxal à la fois. Les entretiens, moi, ça m'a vraiment donné cette idée, cette volonté de produire un discours qui rend compte de cette complexité, parce qu'à la fois, on a un peu cette nostalgie d'un monde avant le plastique où on était plus tourné vers le jardin, mais avec cette conscience de la misère, mais en même temps voilà où la vie était tellement différente, etc. Et d'un autre, la conscience de ce que ça a apporté comme privilège, mais c'est vrai que j'ai pas trop d'exemples là qui me viennent en tête dans mon terrain de rapport individuel affectif à l'objet plastique, mais ce serait quelque chose d'intéressant à creuser, j'espère, en refaisant du terrain. En tout cas, mais j'ai conscience que c'est une partie de mon travail qui manque et que j'aurais aimé faire davantage, plus voilà, de rapports individuels pour faire émerger ces enjeux-là. Mais voilà, j'espère que c'est quelque chose que je ferai dans le futur. Oui, j'ai bien conscience que ma question n'était pas facile. Je pense que je l'ai formulée en ces termes parce que moi-même, anthropologue et historienne de l'art de formation, j'ai travaillé avec des artistes autochtones en Australie et en Océanie, et certains d'entre eux, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, récupèrent en fait des filets de pêche, donc en polyamide ou en polyéthylène, et qu'ils vont refaçonner en objets utilitaires ou plus souvent en objets d'art. Et en ayant travaillé pendant une dizaine d'années sur leur processus artistique et sur la chaîne opératoire, je me suis rendu compte en fait que certes, il y a tout ce discours ambiant qui est un discours porté par des valeurs écologistes, de bonne gestion de l'environnement, de bons rapports aux espèces, aux entités humaines et non humaines, mais qu'il y avait aussi, et c'est une ambivalence que moi j'ai pu explorer par le biais de l'art et de la démarche artistique, et donc si je vous en parle, c'est parce que aussi vous avez donné un exemple d'un artiste. Finalement, la démarche artistique et l'objet d'art peut venir aussi pointer du doigt certaines ambivalences sans tomber justement dans le travers du jugement moral qui va exclure de fait l'autre, et qui interroge ces flux de matière, ces flux d'objets, mais aussi ces couches à la fois sémantiques et de matière qui viennent finalement être gobées par le plastique. Et en fait, moi, en Australie, ce que j'ai pu observer dans le nord de l'Australie,
c'est qu'il y avait aussi une circulation alternative des déchets plastiques, en l'occurrence là les filets de pêche, mais pas que, et qui permettait en fait à certains de réaffirmer des liens interinsulaires et finalement d'être le vecteur d'une certaine affirmation identitaire. À certains moments, j'avais l'impression qu'il y avait des petites choses comme ça qu'on pouvait retrouver dans vos données, enfin en tout cas qui faisaient écho, je ne sais pas du tout si la conclusion serait la même, mais qui pourrait être intéressant à explorer plus avant. Et donc en rebondissant sur ce que vous venez de dire, en disant pour des futurs terrains ou peut-être pour les autres étudiants et leurs encadrants qui nous entendent et qui nous écoutent aujourd'hui, quand vous parlez de la zone d'enfouissement, et c'est vrai que là le travail des géographes est toujours absolument passionnant sur ces questions-là. Alors moi, je vais pas parler là du tout des additifs et des polluants organiques persistants. Je pense qu'il y a des collègues du réseau qui seront bien plus à même d'en discuter. Mais je pense qu'il serait intéressant, alors soit vous, Mélissa, soit par la suite ou d'autres étudiants, de nous dire en fait comment les locaux résidant à proximité de ces centres d'enfouissement en parlent, et surtout, alors pas en tant que cette machine qui gobe et digère et rejette des choses, mais qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est visible, invisible, ce flux des matières et cet écoulement des fluides. Comment est-ce que comment c'est discuté? Est-ce que ça l'est ou pas? Mais alors je sais ô combien c'est une question qui est difficile à traiter. Mais je pense que là, pour le coup, ça mérite une vraie ethnographie. Et donc voilà, c'est une sorte d'invitation que je lance. Après, il pourrait être aussi, et ça je pense que vous avez matière à nous dire, comment est-ce que les employés du centre d'enfouissement, ils en parlent? Est-ce que vous avez accès à eux? Est-ce qu'ils sont soumis? Alors là, c'est complètement naïf de ma part, je ne sais pas du tout comment ça se déroule, mais est-ce qu'ils sont soumis à des accords de confidentialité, à un devoir de réserve vis-à-vis de ces sujets qui sont finalement des sujets brûlants et hautement politiques, comme vous nous l'avez montré. Oui, merci beaucoup pour toutes ces pistes, ces invitations. C'est vraiment des choses, ouais, c'est des aspects fascinants. J'ai pu un peu toucher pendant mon travail de terrain, mais c'est vrai, souvent un peu qu'en surface. Et oui, en tout cas, ce serait des pistes vraiment intéressantes à creuser. Moi, par rapport à ce que vous dites sur le rapport affectif au plastique, enfin voilà, quand je pense à Richard Réani, à son travail, son refus de laisser aller le plastique, moi, pendant tout mon travail, il y a eu des moments où ça me faisait un peu m'arrêter un peu ça m'arrêtait un peu de penser au fait que le plastique, il y a quelque chose encore aujourd'hui d'un peu merveilleux dans le plastique, c'est-à-dire que c'est un objet. Ça a permis des choses et une multitude de possibilités qui, pour moi, Richard Réani, dans son travail, c'est ce qu'il fait, c'est de se dire, non, mais arrêtons-nous 2 minutes. Le plastique, en fait, aujourd'hui, si on le jette, c'est parce qu'on considère qu'il n'a plus de valeur. C'est-à-dire, on l'utilise, on le jette, on l'utilise, on le jette. Mais bon, d'une part, on ne peut pas le jeter, mais aussi, c'est un objet qui peut être beau, qui peut, je veux dire, quand je dis qu'il ne faut pas une condamnation morale absolue, c'est aussi de prendre conscience de ce que ça peut être. Et comment est-ce qu'on peut réinsérer ce rapport au plastique, ce rapport à cette espèce il y a aussi un émerveillement autour du plastique qui n'est pas mort, je veux dire, par rapport à... Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est devenu ambivalent. On n'a pas le droit de dire qu'on aime le plastique comme matière, etc. Mais le fait que ça soit repris par des œuvres d'art, etc., je veux dire, comment est-ce que on utilise la technique et nos savoirs par rapport à ce matériau, mais pour miser sur cette valeur et pas continuer à aller dans une logique économique qui crée de la valeur par l'invention du déchet, par l'invention de cette idée que le plastique est jetable et donc infiniment renouvelable, une valeur infiniment, voilà, une croissance infinie. C'est de laisser partir ce fantasme et de vraiment, cette invitation pour moi, c'est aussi une invitation à se réapproprier ce que peut faire le plastique. Par exemple, évidemment, personne n'est pour bannir le plastique de tous par exemple, de ce que ça a permis au niveau médical, de ce que ça a permis au niveau des transports. Je veux dire, la Réunion, sans le plastique, elle serait encore...
c'est vraiment de réintroduire de la nuance et c'est pas une condamnation matérielle, mais c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose à gagner, effectivement, comme vous dites, de réinterroger notre rapport affectif à la matière et à ce que c'est que la valeur et comment est-ce qu'on met ça au service d'une société plus juste pour tout le monde, en fait. Et alors, pourquoi, et ce sera ma dernière question, pourquoi avoir choisi de ne pas parler dans votre exposé du plastique à usage unique? Parce que c'est une typologie qu'on entend de plus en plus, qui est questionnante. Et donc, est-ce qu'il y a un choix volontaire de votre part? C'était pas tant un choix. En fait, il y avait certaines choses dont j'avais envie de parler en priorité. Après, je suis passée un peu rapidement. J'avais envie de parler davantage, notamment des bouteilles, en fait, des bouteilles PET, parce que c'est le plastique qui est le plus recyclable, le plus, peut-être le plus parlant aujourd'hui à La Réunion pour moi, enfin en tout cas dans mes études de cas, et bon, voilà, 40 minutes, ça passe un peu trop vite. Mais effectivement, c'est quelque chose ici qui est très étudié, et je sais que par exemple, moi pour ma part, j'ai eu l'impression de voir moins de choses sur les autres types de plastique, comme le plastique agricole, etc., où c'est aussi pensé comme un plastique à usage unique, sauf que ça donne des accumulations absolument vertigineuses. Donc oui, c'était plus un choix, enfin j'en parle dans ma thèse, mais c'est plus un choix lié à la présentation que... D'accord. Alors, je vais me contredire, j'aurais une dernière mini-question sur le plastique agricole. Parce que moi, dans la littérature grise, j'avais lu que la filière agricole avait été l'une des premières à vraiment s'engager fortement dans le recyclage de leurs déchets et qu'ils arrivaient à en recycler une très grande partie. Et je sais que pour la filière pêche, le monde agricole a été un des mentors pour la mise en place d'un type de filière de recyclage des filets. Et donc, en vous entendant, je me suis demandé si vous parliez spécifiquement de La Réunion ou si plus largement, c'est la question de la filière agricole et avec tous les problèmes que vous avez évoqués. Ouais, je serais très intéressée de lire ce que vous avez lu, parce que c'est vrai que c'est pas du tout moi l'avis que je m'étais formée. En fait, donc moi j'ai juste en fait les retours de ce qui s'est passé à La Réunion, mais aussi de ce qui se passe en France aujourd'hui. Et peut-être que je manquais de perspective historique. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, donc à La Réunion, il y a eu un début de mise en place de filières, mais très tardif, donc à partir de 2017-2018, si je dis pas de bêtises, ou peut-être une ou deux années avant, et ça a duré une poignée d'années. Et après, non, ça devait être avant, parce que voilà, c'était avant la Green Fence. Et donc, ça a duré 4-5 ans, et après, l'impossibilité d'exporter a mis fin à cette possibilité. Et quand j'en parlais justement avec les responsables de cette mise en place de filière, comment on appelle ça, la filière, les filières REP, vous savez, qui me disaient, mais eux, ils sont en contact avec la filière REP en métropole et qu'ils ont exactement le même problème avec une facilité parce qu'il y a au moins les pays d'Europe autour qui peuvent aider pour trouver des exutoires, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, en Europe, alors à confirmer, parce que là, ça c'est juste les sources de mes entretiens, mais qu'il y a un exutoire des plastiques agricoles qui se situe en Espagne, et il me semble que c'est de l'incinération. Et que sinon, parce qu'en fait, c'est des plastiques qui sont vraiment compliqués à valoriser parce que c'est des plastiques sales, c'est des plastiques dégradés. Donc, moi, voilà. Après, je serais vraiment intéressée qu'on échange à ce sujet et de voir ces sources parce que c'est vrai que ça introduirait un autre élément, en tout cas historique, par rapport à ces plastiques agricoles dont on parle jamais. Exactement. Bon, eh ben, on continuera la discussion. Alors, on m'avait demandé d'être maître du temps et je vois qu'il est 12h36, donc on a peut-être un tout petit peu dépassé. Marie, je ne sais pas si tu veux prendre la parole aussi pour nous recadrer. En tout cas, c'était vraiment un exposé passionnant. Un grand merci Mélissa pour cette présentation de vos travaux et nous attendons avec impatience la publication de la thèse et des autres articles associés.